Véritables joyaux historiques, les monuments religieux parsèment la France par leur envergure, leur sculpture, leur décoration et symbolisent à travers les époques et les styles l'ampleur du mouvement religieux. Du nord au sud, partons à la découverte de ces trésors somptueux, témoins d'une activité spirituelle ancrée à travers les âges. Première escale, la Normandie. Du Tréport au Mont-Saint-Michel, la Normandie offre un paysage de côte d'une étonnante variété. Démarrons notre voyage par Rouen, capitale de la Haute-Normandie et du département de Seine-Maritime. Elle est aussi la ville aux 100 clochers. Gravement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, la cathédrale Notre-Dame de Rouen est l'un des plus beaux fleurons de l'art gothique religieux français. Dominant la ville de sa haute silhouette et immortalisée par Claude Monet, la richesse de son ornementation, la variété des décors sculptés et la volonté constante de recherche esthétique des bâtisseurs qui se sont succédés font le charme du monument. À l'extérieur, les portails sculptés de la façade et des croisillons de Notre-Dame sont d'une exécution remarquable. Même si elle profita des innovations du premier art gothique développé en Île-de-France, Notre-Dame inaugura un style gothique particulier en Normandie, avec sa tour-lanterne à la croisée du transept. Intérieurement, chœur, transept, nef et chapelle forment un mélange harmonieux de styles de diverses époques. L'art gothique répandu du XIIe au XVe siècle est, par excellence, l'art des cathédrales, symbole de l'élan religieux de la population et de la prospérité grandissante des villes. Autre monument majeur de la ville, l'église Saint-Maclou est dédiée à un saint breton appelé aussi Malo. Sa façade originale, disposée en arc de cercle et constituée d'une succession pyramidale de lignes triangulaires, lui donne une grâce et un charme tout particuliers. La construction de cette église, considérée par les historiens de l'art comme un chef-d'œuvre de l'art gothique flamboyant, a débuté en 1437. Un méandre plus loin, à l'ouest de Rouen, l'ancienne abbatiale romane Saint-Georges de Saint-Martin de Beaucherville, fondée en 1114 par Guillaume de Tancarville, surprend par sa simplicité. Le bâtiment conventuel, édifié par les moines mauristes au XVIIe siècle, a conservé ses plafonds de pierre voûtée. La salle capitulaire qui communiquait avec un cloître, aujourd'hui disparu, et l'intérieur de l'abbatiale sont conformes à la règle bénédictine, rigueur et sobriété. Le domaine abbatial a connu depuis 1987 de grands travaux de restauration qui impressionnent par leur importance et leur qualité. L'abbatiale d'un pur style roman normand frappe par l'harmonie de ses lignes et de ses proportions et sa grande luminosité. Plus au sud, l'abbaye de Saint-Vandrille fut fondée en 649. Détruite par les Normands qui remontaient la vallée de la Seine, elle fut reconstruite au Xe siècle et devint l'un des berceaux de la congrégation bénédictine en Normandie. Chassés des lieux par la Révolution, les bénédictins ne furent de retour à l'abbaye qu'en 1931. Les ruines de l'abbatiale datent des XIIIe et XIVe siècles.
Seul le cloître a conservé ses galeries originelles. Les saints sculptés de la frise exposée dans le cloître furent décapités pendant la Révolution. Seul Saint-Denis, qui portait la sienne sur un plateau, fut épargné. Toujours à proximité de la Seine, les deux tours carrées puis octogonales de l'ancienne abbatiale de Jumièges, consacrée au XIe siècle, sont hautes de 43 mètres. Leurs flèches disparurent vers 1830. Poursuivons notre route et découvrons l'abbaye du Bec-Élouin qui témoigne encore de l'importance de la vie monastique en Normandie. Majestueuse et paisible, l'abbaye étend ses splendides bâtiments au fond de la vallée du Bec, cette petite rivière qui lui a donné son nom. Elle fut fondée par le chevalier Herluin en 1034. La tour Saint-Nicolas du XVe siècle reste le vestige le plus ancien de l'église abbatiale, aujourd'hui détruite. Le Bec-Élouin fut utilisé comme écurie militaire durant tout le XIXe siècle et subit de graves dommages. La nouvelle abbatiale, aménagée dans l'ancien réfectoire, est ornée d'une statue de la Vierge du XIVe et de celle des pères de l'Église du XVe siècle. Au centre, sous la grille placée au pied de la marche du sanctuaire, le sarcophage d'Herluin, fondateur de l'abbaye au XIe siècle, a repris au cœur de la communauté sa place symbolique que lui avait retirée la Révolution française. Au cœur du Calvados, Caen nous révèle ses richesses. L'abbatiale Saint-Étienne forme un ensemble d'une parfaite harmonie de style roman et gothique. Elle fut l'abbatiale de l'abbaye aux Hommes, fondée au XIe siècle par Guillaume le Conquérant. L'ancienne salle du chapitre abrite des peintures du XVIIe siècle. Le cloître est constitué de voûtes d'arêtes ornées en leur centre d'un caisson octogonal. L'église, sobrement restaurée au XVIIe siècle, est dotée d'une nef aux larges arcades peu ouvragées. Devant l'autel se trouve l'épitaphe de Guillaume le Conquérant. Son sarcophage, profané par les Huguenots durant les guerres de religion, était placé sous la tour lanterne de l'église. Au cœur de l'église abbatiale de la Trinité se trouve la table de marbre noir du tombeau de la reine Mathilde, seul élément à avoir échappé aux destructions des guerres de religion et à la Révolution française. L'église de la Sainte Trinité remonte au XIe siècle. L'édifice, trapu, est de style roman, hormis les lourdes balustres qui, sur les tours, ont remplacé au début du XVIIIe siècle les flèches d'origine. Plus à l'ouest, la cathédrale de Coutances, sobre et élégante, est un des plus beaux édifices gothiques de Normandie. En France, l'école normande, caractérisée par la pureté des lignes, la hardiesse des proportions, la sobriété de décor, ouvre la voie au style gothique, comme en témoignent certains monuments. Après l'incendie de la ville en 1218, la cathédrale fut bâtie sur les vestiges d'une église du XIe siècle. Les deux tours qui présentent à leur étage supérieur un plan octogonal sont prolongées par des flèches culminant à 78 mètres. La finesse de l'architecture intérieure est à l'image de l'ensemble. Les vitraux de la cathédrale sont datés des XIIIe et XIVe siècles. Son décor intérieur sculpté témoigne d'un goût nouveau dans cette région rattachée au royaume de France par Philippe Auguste à la fin du XIIe siècle.
La chapelle axiale aux colonnettes peintes fut reconstruite et agrandie dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Au sud de Coutances, au creux d'un petit val de la Sienne, fut fondée en 1145 l'abbaye d'Amby. Fondé au XIIe siècle par Guillaume Penel, seigneur de Ambaye, le monastère s'établit grâce aux bénédictins de Thiron dans le Perche. Ceux-ci construisent une abbaye sobre et élégante. L'état actuel de l'église n'est pas directement imputable à la Révolution française. Les plus belles pierres de l'édifice ont simplement été vendues comme matériaux de construction. Nef, chœur et croisées de transept sont depuis cette époque à ciel ouvert. La visite des dépendances et de plusieurs salles des anciens bâtiments conventuels permet de découvrir de véritables trésors comme ce départ de voûte en palmier. Aujourd'hui, l'abbaye constitue l'ensemble conventuel médiéval le plus complet en Normandie, après l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Le visiteur en parcourt les ruines majestueuses ainsi que les bâtiments monastiques. Continuons notre chemin et dirigeons-nous vers le département de l'Orne. Les deux flèches de la cathédrale de Sées sont visibles à des kilomètres à la ronde. Élevée au XIIIe siècle, elle fut sans cesse victime des ravages de la guerre ou de l'instabilité de ses fondations. Ce monument est l'un des plus beaux édifices de l'école gothique normande des XIIIe et XIVe siècles. La lumière, filtrée par les verrières et rosaces magnifiquement préservées, illumine le chœur et le transept de la cathédrale. Le décor du chœur, en particulier le maître-autel en marbre bleu turquin orné de bas-reliefs sculptés, date de l'épiscopat de Jean-Baptiste de Duplessis d'Argenté au XVIIIe siècle. Monument de légende, le Mont-Saint-Michel surprend toujours par sa singularité. Suspendu tout en haut, l'abbaye appelle à découvrir la folle ambition des constructeurs et ceux qui, depuis 708, ont voulu faire de ce lieu isolé un point de rencontre pour tous. De là-haut, tout surprend. Les prodiges d'architecture médiévale, la force de la nature, la lumière. C'est après avoir eu la vision de l'archange Saint-Michel que Aubert, l'évêque d'Avranches, fit édifier au 8e siècle un oratoire sur le mont Tombe. Dès l'époque carolingienne, une abbaye remplace l'oratoire, abbaye dont l'architecture évoluera au cours des siècles jusqu'au XVIe siècle. Le mont devient alors l'un des plus grands centres de pèlerinage de la chrétienté médiévale. En 966, le duc de Normandie confie le sanctuaire à des bénédictins de Saint-Vandrille. Les moines construisent une magnifique abbaye, considérée comme l'image de la Jérusalem céleste sur terre. Ils élèvent, au cours des XIe et XIIe siècles, un monastère roman dont la grande église est implantée au sommet du rocher. L'église abbatiale est un mélange harmonieux d'architecture romane avec sa nef sévère et sombre et d'architecture gothique avec son chœur extrêmement lumineux. De la plateforme ouest, d'une altitude de 80 mètres, la vue porte à des kilomètres à la ronde
sur une baie en partie comblée par des bancs de sable parfois mouvants. Le cloître, édifié au XIIIe siècle, est d'une finesse incomparable. Ces sveltes colonnettes, disposées en quinconce, sont finement ciselées. Cette riche dentelle semble suspendue dans l'espace. La magnifique salle du réfectoire est dotée d'une voûte lambrissée en carène de navire. Lorsque le mont fut transformé en prison, puis en maison de force, beaucoup de modifications furent apportées à l'abbaye. Salles et chapelles furent réaménagées en ateliers, dortoirs et cuisines. La salle des hôtes, reconnaissable à ses fines colonnes, et la salle des chevaliers aux piliers plus robustes ont retrouvé aujourd'hui, grâce aux travaux de restauration entrepris depuis 1863, le charme qui fut le leur au XIIIe siècle. Pour hisser ravitaillement et matières premières, un monte-charge de 35 mètres fut construit. Sa grande roue était actionnée par les prisonniers. L'abbaye offre un panorama exceptionnel de toute l'architecture médiévale. Patrimoine mondial inscrit sur la liste de l'UNESCO, l'abbaye du Mont-Saint-Michel est un monument de visite et de pèlerinage incontournable. Berceau de l'histoire de France, Paris a vu de grandes réalisations architecturales se dessiner. Après le XIIe siècle, celui de la naissance puis des premiers perfectionnements du gothique, la France rentre dans un nouveau siècle, celui des cathédrales. S'il est vrai que la course parfois acharnée à la construction se répandait dès la fin du siècle dernier, elle est encore plus aux premières années du XIIIe siècle. Tous sont en quête d'une spiritualité quasi absolue que l'on veut voir matérialisée dans les cathédrales. Cette majesté, ces dimensions que l'on veut toujours augmenter, donnent à la France ses plus belles cathédrales en moins d'un siècle. Le XIIIe siècle débute avec la poursuite des travaux de Notre-Dame de Paris. Commencée en 1163, elle ne sera achevée dans son gros œuvre qu'en 1245. Ensuite, un siècle de modifications, puis une intervention au XIXe siècle, lui donneront son aspect d'aujourd'hui. Le portail sud de la façade occidentale, dédié à la Vierge, et qui est celui d'origine, compte parmi les chefs-d'œuvre de la sculpture gothique. Chef-d'œuvre de l'art gothique, dont elle inaugure le règne, Notre-Dame de Paris fait des émules. Par la qualité de son architecture et des œuvres qu'elle renferme, sa situation sur l'île de la Cité, sa participation aux événements les plus forts de l'histoire, Notre-Dame de Paris est un monument emblématique de l'histoire de la nation. La visite des tours, hautes de 70 mètres, s'effectue en passant par la galerie des Chimères, le bourdon légendaire, jusqu'au sommet de la tour sud pour découvrir une vue panoramique unique de Paris. La butte Montmartre, qui signifie Mont des Martyrs, est plantée au cœur de la ville. Son Sacré-Cœur, tout en haut perché, en fait un monument des plus photogéniques. D'inspiration romano-byzantine, ronde et blanche, la basilique, terminée à la veille de la Grande Guerre, appartient à l'horizon de la capitale. Où qu'on aille, où qu'on se tienne, pour un peu que ce soit au-dessus des toits, on la voit. On voit son campanile qui renferme toujours la Savoyarde, une des plus grosses cloches connues, 20 tonnes, dont une pour son seul battant. Et toujours, on voit son dôme et ses coupoles peintes encore et toujours par ses artistes peintres. Saint-Eustache a été construite au XVIe siècle dans le quartier des Halles. Unique en son genre, son plan est celui d'une cathédrale gothique, tandis que sa décoration est Renaissance. L'église Saint-Eustache est considérée comme l'un des plus beaux monuments religieux de Paris.
À quelques mètres de la magnifique église, une étonnante statue créée par Henri Miller représente une tête d'homme penchée sur sa main, nommée « Écoute ». Direction l'Alsace. À Strasbourg, qui accueillit Gutenberg et Goethe, l'île de ses deux bras enserre le cœur de la ville. Bercée par la voix des chanteurs de rue, la cathédrale Notre-Dame rêve. Sa flèche s'élance légère parmi les tourelles ajourées, comme voulant inscrire au plus haut de l'azur les splendeurs de la grande rose de 14 mètres de diamètre et la galerie des apôtres. L'histoire de cette cathédrale, qui compte parmi les édifices gothiques les plus prestigieux d'Europe, la situe à la convergence des influences germaniques et françaises des XIIIe et XIVe siècles. Sa flèche, élevée en 1439, fut jusqu'au XIXe siècle la plus haute d'Occident. La cathédrale de Strasbourg est entièrement construite en grès rose des Vosges. Son unique tour ainsi que sa couleur en font une des cathédrales gothiques les plus originales. La façade s'étend sur 3 travées et 3 étages, tous ornés de merveilleuses sculptures et de statues gracieuses. En plus d'un grand ensemble de vitraux du XIIIe siècle qui rivalise avec celui de Chartres, Notre-Dame abrite une horloge astronomique du XVIe siècle, un orgue du XVIIIe siècle et une suite de 14 tapisseries du XVIIe siècle représentant la vie de la Vierge, à laquelle s'attache en particulier les noms de Philippe de Champaigne. Autre monument majestueux de Strasbourg, l'église Saint-Paul. Avec ses 76 mètres, Saint-Paul est l'une des églises les plus élevées de la ville. Tout a été mis en œuvre pour accentuer cette impression de hauteur et de verticalité. Les flèches, notamment, sont particulièrement effilées. Dominant Obernai et toute la plaine d'Alsace, le célèbre Mont Saint-Odile. À l'ère mérovingienne, Odile, fille du puissant duc Adalric, y a fondé un couvent. Sa personnalité et sa générosité firent bientôt d'elle Sainte-Odile, patronne de l'Alsace. Au sommet des forêts de sapins et d'épicéas se dresse l'église conventuelle, reconstruite en 1687, à l'allure défensive et un peu massive propre aux églises de montagne. Le cadran solaire donne l'heure pour tous les points du monde. La chapelle Sainte-Odile est le but de tous les pèlerinages, car elle abrite les reliques de Sainte-Odile dans un sarcophage en pierre du 8e siècle. Autrefois, la chapelle était également un lieu de pèlerinage pour les jeunes filles qui voulaient se marier. Ce couvent devint un haut lieu de pèlerinage dont la renommée dépassa les frontières. Classé monument historique depuis 1930, aujourd'hui, il accueille les pèlerins
et les visiteurs. La Bourgogne est aujourd'hui détentrice d'un patrimoine riche et varié qu'elle nous invite à visiter. Allons à Auxerre, où domine la cathédrale Saint-Étienne, dans la flamboyance de sa façade. Chef-d'œuvre de l'art du Moyen-Âge et de l'époque dite moderne, Saint-Étienne d'Auxerre l'est à de nombreux titres. Par sa crypte romane, qui est une réalisation de grande maîtrise, et par ses nombreuses fresques, vestiges d'un important décor de peinture murale. À l'intérieur, la lumière des vitraux court sur les 47 jeux de l'orgue jusqu'aux voûtes de la crypte romane, dont les fresques carolingiennes sont parmi les plus anciennes de France. À Vézelay, dans la grandeur de la basilique Sainte-Madeleine, la pureté bouleversante de l'architecture romane et l'émotion d'un lieu si plein de la ferveur des hommes. Saint Bernard y prêcha en présence de Louis VII lors de la seconde croisade en Terre Sainte. Et les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle y viennent chaque année prier. L'édification de la basilique fut entreprise par l'abbé Artaud en 1096. La nef fut reconstruite après un gigantesque incendie en 1120 par Renaud de Semur. Le chœur et l'abside actuelle, gothique, furent rebâtis à la fin du XIIe siècle. La basilique de la Madeleine était en ruine quand sa restauration fut entreprise par Viollet-le-Duc en 1840. Vézelay est placé sous le patronage de Marie-Madeleine depuis 1050 et depuis lors, des foules de pèlerins s'y pressèrent. Sainte-Madeleine, c'est aussi une architecture aux admirables proportions, une décoration sculptée somptueuse, magnifiquement intégrée dans la construction, mais plus encore peut-être, c'est l'extraordinaire lumière qui saisit le visiteur. Cluny, lieu de ferveur et de beauté, célèbre entre tous.
La prestigieuse abbaye bénédictine qui fut fondée au Xe siècle par le duc Guillaume d'Aquitaine et qui, jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome, fut la plus vaste église de la chrétienté, connut, durant 300 ans, un rayonnement exceptionnel. Mais commence pour elle, au XIVe siècle, une longue période de déclin à laquelle succéderont vandalisme et pillages multiples. Dans la chapelle Jean de Bourbon, on peut encore admirer les consoles de style gothique flamboyant. Les clés de voûte sont ornées des armes de Bourbon. Au XVIe siècle, les plus précieux ouvrages de sa librairie disparaîtront dans la tourmente des guerres de religion. En 1793, les tombeaux seront démolis sur ordre de la municipalité. Et quelques années plus tard, le nouveau propriétaire de Cluny décidera, pour en revendre les pierres, la démolition de la nef. Ainsi ne reste-t-il de la magnifique abbatiale que le transept et le clocher sud, quelques chapelles et quelques tours dont celle superbe du moulin et le farinier aux salles éblouissantes. Dans le musée, on trouvera quelques corbeilles de chapiteaux. Avant de quitter la Bourgogne, découvrons également la cathédrale Saint-Étienne de Sens. Vers 1135, l'archevêque Henri Sanglier décide de remplacer la cathédrale du Xe siècle par un édifice grandiose et digne de l'importante métropole sénonaise. Naît alors une cathédrale ample, d'un volume simple et continu, constituée d'un vaisseau central et de 2 collatéraux. L'ampleur étonnante de sa nef témoigne de la grandeur passée de cet ancien archevêché, ainsi que l'importance de son trésor, dont les splendides tapisseries de soie et de laine, aux fils d'or et d'argent, sont incontestablement les pièces maîtresses. Dans l'accord absolu de la lumière, de la pierre et du fleuve, le Val-de-Loire cultive depuis des siècles la volupté de ses campagnes et la magnificence de ses demeures. Et dans la tendre lumière de Touraine, la cathédrale Saint-Gatien de Tours fait danser ses dentelles de pierre. Cette cathédrale
fut construite entre 1240 et 1547 sur les vestiges d'un édifice roman du XIIe siècle. Par son architecture, elle présente toute l'évolution du style gothique. Saint-Gatien conserve un ensemble exceptionnel de verrières, dont les vitraux du chœur qui datent du XIIIe siècle. Non loin de la cathédrale, la basilique Saint-Martin, bâtie entre 1886 et 1924, est la dernière construite en l'honneur de Saint-Martin. Par la suite, la basilique deviendra un très important centre de pèlerinage. Dans la résonance des orgues, la belle église de Cuno affiche le contraste saisissant entre le dépouillement total des lignes et la richesse d'ouvrages des chapiteaux des XIe et XIIe siècles. On estime la construction de l'église de Cuno au XIe siècle, époque où le monastère bénéficia de revenus importants dus à son marché et à son port sur la Loire qui remplaça celui de Trèves. Après la suppression du marché, le monastère continue à bénéficier d'un afflux de marchands et de pèlerins. Aussi étonnante, la hauteur vertigineuse des piliers donne à l'église romane l'ampleur intérieure des grandes abbayes bénédictines. Et dans la campagne, court chaque jour le son majestueux de ces cloches, dont 4 proviennent de la cathédrale Constantine. Sur la façade de la chapelle Saint-Hubert à Amboise, parmi les serres témoignant des chasses royales, les armes de Philippe d'Orléans affirment la gloire du dernier souverain du château. À l'intérieur, dans le silence de la pierre et la lumière des vitraux, se trouve le tombeau de Léonard de Vinci, qui, sur invitation de François Ier, passa au clos Lucé d'Amboise les dernières années de sa vie. Angers, où depuis 700 ans ne cesse d'émerveiller la cathédrale, dont les flèches de pierre portent au plus haut de l'azur le titre de capitale d'Anjou. La cathédrale Saint-Maurice, commencée au milieu du XIIe siècle et terminée vers 1250, est le premier édifice à présenter les caractéristiques du style gothique angevin. Voûte bombée comportant des ogives, d'abord massives dans la nef, puis laissant place à de fines nervures dans le transept et le chœur.
La cathédrale permet en outre d'admirer un bel ensemble de vitraux des XIIe et XVe siècles. Bordée sur tout son côté ouest par l'océan Atlantique, l'Aquitaine baigne dans la douceur du climat océanique. Nichée dans son écrin de vigne, situé à proximité de la forêt, de l'océan et des vallées pyrénéennes, découvrons Bordeaux. Du Moyen-Âge reste la cathédrale Saint-André et sa tour Paix-Berland. Le gothique de Bordeaux est un gothique mystique, sombre et obscur, où sont cachés des signes alchimiques. Sur la façade nord, la porte royale, réalisée vers 1250, présente à son tympan le jugement dernier et le contrefort de Gramont marque le début de la Renaissance à Bordeaux. D'origine gallo-romaine, la belle cité de Sarlat est née autour de l'abbaye fondée à l'époque de Charlemagne. L'ancienne église abbatiale devenue cathédrale Saint-Sacerdos, plusieurs fois remaniée, témoigne de cette lointaine histoire en plein cœur de la ville. La ville est dédiée à Saint-Sardos, c'est pourquoi la cathédrale porte son nom. Commencée en 1504, elle cumule tous les styles qui ont jalonné ces 2 siècles de construction. En plein cœur du Périgord, entre le vieux quartier de la Cité et les berges de la rivière, la cathédrale Saint-Front de Périgueux fait jouer dans l'eau la blancheur de ses étonnantes coupoles. Anciennement abbaye, consacrée église au XIe siècle, puis pratiquement reconstruite au XIXe, est devenue cathédrale que depuis 1669, Saint-Front affiche d'indéniables airs byzantins évoquant Venise et Constantinople. Quittons l'Aquitaine pour le Midi-Pyrénées, la plus vaste des régions françaises. Renfermant plus de 1000 ans d'histoire, Conques nous invite à un véritable voyage dans le passé. Construite à l'endroit même où l'ermite d'Adon, fondateur de Conques, bâtit sa chapelle au 8e siècle, l'église fait partie de ces chefs-d'œuvre miraculeusement conservés depuis plus de 800 ans. La façade est ornée du plus célèbre tympan du jugement dernier. Habité de 124 personnages, il conserve aujourd'hui toute sa spiritualité. La sculpture retrace ainsi les étapes de la fin du monde. De la paix céleste du paradis au chaos de l'enfer, en passant par l'apaisement des âmes sous le regard du Christ, tout est mis en œuvre ici pour inspirer la crainte du jugement divin. Tel un écrin, l'église abrite les reliques de Sainte-Foy. Ces trésors sont parmi les plus anciens du christianisme et font de Conques une étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. De par leur fragilité et les convoitises qu'ils n'ont cessé d'inspirer, bien rares furent les reliquaires ou objets sacrés qui réussirent à traverser les siècles sans encombre. C'est le privilège unique de Sainte-Foy de Conques que d'avoir su garder ce trésor millénaire comme un miroir de sa grandeur passée. À Cahors, la cathédrale Saint-Étienne, édifiée au début du XIIe siècle, à l'emplacement du sanctuaire de Saint-Didier, abrite un cloître du plus pur style gothique flamboyant. Construit en 1509, il révèle un extraordinaire travail de pierre et d'ornementation. Les 2 immenses coupoles qui recouvrent la nef sont une véritable prouesse technique de l'architecture romane. La ville de Moissac doit surtout sa notoriété internationale au patrimoine artistique légué par l'ancienne abbaye bénédictine Saint-Pierre. Une légende attribue sa fondation à Clovis, mais l'histoire y reconnaît plus justement l'initiative au milieu du 7e siècle de Saint-Didier, évêque de Cahors. Dominé par un cèdre de taille impressionnante, les galeries du cloître renferment 76 colonnes surmontées de chapiteaux comme autant de joyaux de perfection de la sculpture romane. Finesse du modelé, occasionnant de superbes jeux d'ombre et de lumière, les piliers soutenant les voûtes aux angles de la galerie sont couverts de plaques en marbre provenant d'anciens sarcophages.
Au milieu du XIXe siècle, le cloître promis à la destruction pour le passage de la voie ferrée est sauvé par son classement comme monument historique. Aujourd'hui, le cloître et le tympan sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. À Albi, dominant la ville de toute sa puissance, la cathédrale Sainte-Cécile est un monument unique au monde et un chef-d'œuvre du gothique méridional. Véritable forteresse, son édification débuta au XIIIe siècle sous l'égide des seigneurs d'Albi et durant 2 siècles, les artistes se succédèrent pour l'orner de gigantesques fresques et de sculptures gothiques. La grande sobriété du gros œuvre bâti en briques au XIVe siècle et la sévérité de l'énorme tour-donjon contrastent avec la luxuriance flamboyante du baldaquin d'entrée et avec un décor intérieur exceptionnellement riche. Le trésor Sainte-Cécile est ouvert depuis peu. Au cœur du pays gascon, accroché à une colline, recroquevillé autour de sa magnifique cathédrale où convergent de romantiques ruelles bordées de demeures vénérables, Auch est une petite capitale à taille profondément humaine. La cathédrale Sainte-Marie, bâtie sur les ruines de la cathédrale romane, Saint-Ostinde, fut la dernière des 5 cathédrales gothiques construites en France. Les 2 siècles que nécessitèrent sa construction depuis le XVe siècle ont pourtant abouti à un modèle d'ampleur et d'équilibre. Sa remarquable homogénéité architecturale en fait un fleuron du gothique flamboyant. À l'intérieur, les 26 mètres qui nous séparent de la clé de voûte contribuent à la sérénité qui règne ici. Les grandes verrières marquent la virtuosité de toutes les scènes. Le chœur, éclairé par les vitraux, conserve un bel ensemble de mobilier de la Renaissance. Toulouse, la ville rose, capitale incontestée de Midi-Pyrénées. De l'enchevêtrement des toits de tuiles émerge la plus impressionnante église de Toulouse. Chef-d'œuvre de l'art gothique, l'église des Jacobins apparaît comme un vaisseau de briques. Débutée au XIIIe siècle, son édification se termina en 1335, après plus d'1 siècle de travaux et de recherches. Les gargouilles restent les seuls ornements extérieurs et ne sauraient briser l'unité de cette imposante architecture aux allures de forteresse. Les 2 nefs symétriques sont séparées par 7 colonnes de 28 mètres de haut. La dernière, plus robuste, se termine par un étonnant faisceau de nervures unique au monde qui reçoit toute la force des voûtes. Sur une des plus anciennes places de Toulouse, la cathédrale Saint-Étienne est un des monuments les plus étonnants. Elle fut achevée au XVIIe siècle, après plus de 500 ans de travaux, et son architecture originale contribue à son charme. Reposant sur sa console de pierre à 18 mètres de hauteur, le grand orgue du XVIIe baigne toute la cathédrale de ses sons. Le décalage de ces 2 nefs lui offre une acoustique toute particulière et témoigne de nombreux travaux qu'elle a subis. Débutée à l'art roman, terminée dans le plus pur style gothique, elle reste cependant la cathédrale de Toulouse et les Toulousains tiennent à garder son authenticité. Plus à l'est, découvrons le Languedoc-Roussillon. À Montpellier, la cathédrale Saint-Pierre se dresse fièrement. Tout paraît démesuré dans cet immense monument construit au XIVe siècle
à l'image notamment de son porche, soutenu par 2 énormes piliers et qui tranche singulièrement avec les styles de l'époque. La cathédrale de Montpellier se caractérise par un aspect d'église fortifiée. Ses 4 tours carrées, ses puissants contreforts, ses meurtrières, ses machicoulis sur la façade ouest et l'épaisseur de ses murs confirment cette impression de forteresse. Voici Elne, ancienne capitale religieuse du Roussillon, qui abrite notamment l'un des plus beaux cloîtres romans du sud de la France. Cité épiscopale de 568 à 1602, elle reçoit au XIe siècle une cathédrale forteresse à la mesure de son rayonnement politique et spirituel avant d'être supplantée par Perpignan. Il faudra 200 ans pour que soit achevé le cloître de Sainte-Eulalie qui étonne par la pureté de ses piliers et de ses chapiteaux. Achevé au XIVe siècle, le cloître peut se visiter à la manière d'un musée au sein duquel on trouve des sarcophages datant du 7e siècle, mais aussi des frises historiées et des animaux stylisés. Dans ce décor magnifique, le savoir-faire des bâtisseurs du Moyen-Âge prend toute sa dimension. Dans les Alpes, au cœur d'une épaisse forêt de sapins sombres, furent édifiées en 1084 quelques cabanes rudimentaires qui devinrent plus tard le monastère de la Grande Chartreuse. La chartreuse, liqueur aux 130 plantes, était autrefois distillée au monastère. Cette distillation se fait aujourd'hui à Voiron. Le monastère de la Grande Chartreuse ne se visite pas. Situé à 1190 mètres d'altitude, il ne peut être atteint qu'à pied. Saint Bruno s'implanta en 1084 dans un petit ermitage au fond de cette vallée, et depuis plus de 900 ans, la vie monastique y est toujours présente. Le monastère est entièrement voué au silence et à la prière des moines. Il ne se visite donc pas. C'est pourquoi un musée a été créé non loin du monastère, retraçant l'histoire de ce site. Dans la montagne du Luberon, Opède le Vieux fait face au plateau du Vaucluse. Sauvé de la disparition à l'initiative d'artistes et hommes de lettres qui s'emploient à le restaurer, à son sommet, l'église du XIIIe, remaniée au cours des siècles, et le château des Comtes de Toulouse, reconstruit au XVe et XVIe siècle, offrent de beaux points de vue sur la vallée du Coulon, le plateau du Vaucluse et les pentes nord du Luberon. Avignon présente un paysage urbain grandiose. Dominant la cité et le Rhône, le Rocher des Dons offre un ensemble monumental exceptionnel. Le Palais des Papes fut construit en 2 temps. Le Palais des Papes est le symbole du rayonnement de l'Église sur l'Occident chrétien au XIVe siècle. Il est le plus grand palais gothique du monde. Résidence des souverains pontifes au XIVe siècle, il est aussi le plus important palais gothique d'Europe. Le palais présente 25 lieux de visite. Salle d'apparat, chapelle, cloître, appartements privés du pape au décor de fresques inestimables. Ce monument est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus à l'est, à Aix-en-Provence, la cathédrale Saint-Sauveur mélange différents styles architecturaux allant du 5e au XVIIe siècle. Saint-Sauveur est formé de plusieurs édifices qui se sont succédés. Une cathédrale romane, constituant la bas-côté sud, un édifice gothique qui comprend un portail roman provençal et des chapelles de la fin du Moyen-Âge, réunies au bas-côté nord à l'époque baroque. Le cloître est d'époque romane, les colonnettes jumelées et les chapiteaux à feuillage ou historiés confèrent à l'ensemble du cloître un charme certain. À des kilomètres à la ronde, entre Arles et Fontvieille, sont visibles les impressionnants bâtiments édifiés au XIIe, XIVe et XVIIIe siècle
de l'ancienne abbaye de Montmajour. Dominant la plaine au nord-est d'Arles, l'abbaye de Saint-Pierre fut fondée par des moines bénédictins sur le mont Majour. Ceux-ci édifièrent 2 ensembles monastiques, le premier d'entre eux le monastère de Saint-Pierre et le second monastère Saint-Maur. Saint-Gabriel, sur la commune de Tarascon, étape du chemin de Compostelle, est une splendide chapelle romane du XIIe siècle. La basilique Notre-Dame de la Garde fut construite dans un style romano-byzantin. Son clocher, haut de 60 mètres, est surmonté d'une énorme statue dorée de la Vierge. De son parvis, le panorama sur la ville de Marseille est exceptionnel. Dans les Alpes-Maritimes, flanquant la montagne, les maisons de Breil-sur-Roya ordonnent leur toiture autour des tuiles multicolores du clocher de Sancta Maria in Albis, protectrice de Breil. Celle-ci se dresse sur l'emplacement de l'ancienne église romane de la Bienheureuse Vierge Marie. Sa nef, très courte, est flanquée de 2 chapelles latérales et voûtée en berceau comme les 2 bras du transept. De décoration intérieure baroque, cette vaste église du XVIIIe siècle partage avec toutes celles de la vallée une richesse unique. Les orgues, présents partout dans la Roya, et qui sont parmi les plus beaux et les plus anciens de France. Celui de Sancta Maria jouit d'un admirable buffet XVIIe, tout de bois sculpté et doré. Et sous les voûtes d'ogives de la belle église de la Brigue, plus au nord dans la vallée, l'orgue toujours, parmi les décorations à l'italienne et les admirables peintures primitives. Dernière escale, la Corse, île de beauté, joyau de la Méditerranée. À quelques centaines de mètres des plages de la plaine de Bastia, les vestiges de la cité romaine de Mariana témoignent de la splendeur passée. Soumise à de nombreux raids destructeurs, Mariana fut abandonnée par sa population. Seule l'église cathédrale Santa Maria Assunta, consacrée par l'évêque de Pise en 1119, est aujourd'hui debout. Plus connue sous le nom de la Canonica, elle constitue le plus bel exemple d'architecture romane pisane de l'île. Terminons notre voyage à Ajaccio. La cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption a été construite dans la seconde moitié du XVIe siècle. La cathédrale est de dimension modeste et son plan est assez simple. Une croix latine à transept peu marquée et des chapelles limitées à la nef. Son architecture est à l'extérieur d'une sobriété extrême, tandis que l'espace intérieur est abondamment orné. Santa Maria Assunta se rattache indéniablement à l'esprit monumental de la Renaissance.